Allez, ça part. Aujourd'hui on est mercredi et le mercredi vous savez ce que ça veut dire sur ma chaîne YouTube, c'est le jour des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Bon, ça fait des années que ça dure, mon amour pour les tier lists, je ne vais plus vous le démontrer. À chaque saison j'en fais, à chaque saison ça débat, et toujours j'adore ça. Voici pourquoi, après vous avoir fait une tier list sur les rookies puis sur les sophomores, aujourd'hui je vais m'intéresser aux meneurs de jeu, quelle que soit leur expérience. Le concept, les critères, le tableau, les échelons, je vous explique tout ça juste après, alors on y va. Qui sont les meilleurs meneurs de jeu de cette saison NBA 2023-2024 ? Aujourd'hui, vous l'avez vu, on repart sur une tier list, on va parler des meneurs de jeu. J'avais fait les rookies, j'avais fait les sophomores, et là j'ai bien envie de m'intéresser au poste, donc voilà pourquoi on part sur les meneurs de jeu. Et vous vous rappelez, les autres années, je sais qu'il y a eu pas mal de débats, pas mal de j'allais dire critiques, mais critiques c'est forcément négatif, c'est pas le cas. Il y a eu aussi des critiques constructives hein, et des propositions de votre part pour essayer de changer le système que je faisais pour choisir les meneurs de jeu et faire les postes. Moi j'étais parti dans une solution où j'allais voir les postes sur Basketball Référence. Basketball Référence, c'est un petit peu la bible en NBA quand on veut parler de stats. Et chaque année, ils évaluent le poste d'un joueur plus ou moins mathématiquement en fonction du poste du temps qu'il passe à ce poste. Je trouvais que c'était mathématique et que c'était cohérent, sauf que ça faisait des résultats qui parfois étaient un peu chelous. Donc j'ai essayé de réfléchir à pas mal d'idées. Vous m'en avez proposé, j'en avais de mon côté. J'ai essayé de mixer un peu tout. Et finalement, ce qui m'a semblé le plus cohérent, même si ça va faire beaucoup de meneurs de jeu dont il va falloir parler, c'est de prendre les 30 équipes, et à chaque fois de prendre le meneur de jeu dans chaque équipe qui me semble soit le meilleur, soit qui me semble le plus cohérent de parler, parce que des fois le meilleur a peut-être pas joué assez pour qu'on parle de lui. Vous verrez de qui je parle, on en parlera plus tard. Donc à chaque fois je vais vous présenter ce meneur de chaque équipe, je vais vous dire, voilà, vu qu'il y en a 30, ce sera pas le moment où on va faire une grande présentation, mais je vous donnerai un bref avis et mon sentiment global sur ce joueur, donc en mode petite présentation. Vous, votre boulot sur Twitch, ce sera via les sondages de voter pour savoir à quel échelon, à quel tier il va finir. Donc comme vous voyez, tier 1 ça va être vraiment la crème de la crème, là on mettra que les meilleurs des meilleurs. Tier 2 ça reste des joueurs excellents, donc vraiment hein, c'est pas parce qu'un joueur n'est pas tier 1 qu'il est pas bon. Tier 2 j'y tiens, ce sont des joueurs excellents, et puis après ça diminue. Tier 3 très bon, tier 4 bon, tier 5 bof. Donc tout ça, voilà, il va falloir équilibrer. On aurait pu mettre des tiers mauvais, mais là dans la mesure où on parle quand même du meilleur meneur de jeu a priori, ou de l'un des meilleurs meneurs de jeu de chaque équipe, ça valait pas le coup. Pour moi c'était bien de rester sur bof. Donc voilà, comme je vous disais, ça va être à vous de les classer dans ces échelons, et ce qu'il faudra prendre en compte, c'est le niveau de ces meneurs de jeu sur cette saison, celle qui est en cours là. Les critères de toute façon c'est de les classer vis-à-vis de cette saison, comme si vous faisiez le classement des meilleurs meneurs sur cette saison 2023-2024. Là maintenant, à l'instant T, si vous deviez donner votre avis. De mon côté, les 30 meneurs de ces 30 équipes donc, que j'ai sélectionnées, je les ai classés par ordre chronologique des minutes qui jouent. Donc on commencera par ceux qui jouent le moins et on finira par ceux qui jouent le plus. Voilà, vous l'avez compris. Hein, enfin, j'ai dit ordre chronologique, non, ordre croissant, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc on verra. Hein, on pourrait se dire que normalement plus on joue et plus on est bon, sinon on n'aurait pas autant de temps de jeu. Donc on verra si on commence vraiment à remplir le fond et qu'on finit ensuite par la crème de la crème. Parce que là en fait, je vais avoir besoin de vous hein, forcément, parce que c'est un live où c'est vous qui allez faire le classement, et donc je compte sur vous pour essayer de bien juger, notamment les premiers, parce que les premiers vont servir de repère par rapport aux autres, et c'est vrai qu'on l'a vu dans d'anciens live tiers, hein, on a eu cette expérience là, quand les premiers sont mal classés, ça peut pas mal fausser le reste, et c'est un petit peu dommage. Donc je compte sur vous, il faudra être ni trop généreux ni trop sévère, hein. Participez tous hein, dans le chat, j'ai envie qu'il y ait un maximum de votes, même ceux qui parlent pas, ça fait plaisir d'avoir vos avis, vos votes, vous avez pas besoin de parler ou de justifier, mais vous pouvez aller participer au sondage, ça fait plaisir. Et voilà, l'objectif, dites-vous, c'est que ce sera de bien répartir tout le monde et qu'il y ait un petit peu de monde à tous les tiers, et nous on va en parler de ces meneurs de jeu, on va arrêter de faire du blabla, parce que oui, on a une belle liste de 30 à aborder aujourd'hui.
Au Magic, j'ai choisi Cole Anthony. On aurait pu parler de Jalen Suggs, mais pour moi Jalen Suggs c'est quand même plutôt un poste 2. Et après on a Markelle Fultz qui peut être utilisé comme meneur, parfois comme meneur titulaire, mais pour moi il a pas joué assez de matchs. On a aussi un Anthony Black qui a été titulaire en début de saison, mais en tant que rookie, moi je l'ai trouvé décevant et surtout pas au niveau. Donc en fait finalement comme meilleur meneur de jeu d'Orlando, ou en tout cas le cas le plus intéressant à traiter, je suis allé chercher le 6ème homme, Cole Anthony. Et le problème un petit peu avec Cole Anthony, c'est que je trouve qu'il avait commencé la saison vraiment très très fort et qu'il avait un niveau très intéressant, notamment au moment où le Magic gagnait le plus de matchs en début de saison. Sauf que depuis janvier, il a quand même connu une belle baisse de régime. On voit qu'il a un scoring qui dépend énormément de son adresse extérieure, qui est très aléatoire chez lui. Finalement, moi j'ai envie quand même de dire que c'est un bon joueur de banc dans une équipe comme Orlando, qui finalement est bien dans la course au play-off et qui essaye en ce moment d'éviter le play-in. Et voilà, au final, il joue moins de la moitié du match, il joue 23 minutes, mais mine de rien, voilà, il met quasiment sa douzaine de points par match, il prend quelques rebonds, c'est pas le meilleur playmaker du monde, mais il fait 3 passes, il fait quelques interceptions aussi, c'est pas un grand défenseur, mais il est capable de se mettre sur les lignes de passe et d'avoir les mains actives. Ses pourcentages sont pas les meilleurs du monde, mais ce qu'on lui demande de toute façon, c'est surtout d'être une espèce de dynamiteur, un pétard ambulant, il est plutôt propre au lancer. Donc voilà, Cole Anthony, c'est un joueur avec ses qualités et ses défauts, mais je trouve qu'il fait quand même du bien dans cette équipe d'Orlando, dans son rôle de 6ème homme. Alors pour Cole Anthony, ça a été assez serré finalement, vous avez hésité entre le tier 4 et le tier 5, et à 54%, ça part au tier 5. Et effectivement, je l'aurais mis, je pense, plutôt au tier 5 aussi, il faudra voir avec qui il est. Peut-être pas assez adroit et pas assez sûr, justement, déjà ça lui empêche d'être titulaire, c'est le seul qui n'est pas titulaire dans la liste aujourd'hui, donc effectivement, peut-être pas assez propre dans les pourcentages pour être plus haut que le tier 5, donc je vous rejoins sur ce classement. Keyonte George maintenant, que j'ai choisi pour Utah, de toute façon ça me semblait assez évident, parce que Jordan Clarkson et Colin Sexton pour moi c'est plutôt des postes 2, et pour moi de toute façon aujourd'hui quand je pense meneur de jeu à Utah, c'est vraiment Keyonte George. C'est un joueur qui est vraiment monté en puissance tout au long de la saison, c'est un joueur qui est très physique, qui a beaucoup d'envie quand il est sur le terrain. Je trouve que sa présence elle est vraiment rafraîchissante, on voit qu'il est jeune, qu'il a envie de bien faire et qu'il a envie de faire plein de choses, j'aime beaucoup, et surtout que là il est vraiment en train d'atteindre un autre niveau, bien sûr dans une équipe d'Utah qui ne joue plus grand chose dans la conférence ouest, voire qui ne joue plus rien du tout, mais avec un Keyonte George qui sur le mois de mars tourne à plus de 20 points par match, et sachez aussi que ça fait quand même aussi plus de 2 mois qu'il est à plus de 40% de moyenne à 3 points, parce que ce qu'on a vu c'est que sur son tir et sa confiance de loin, il y a eu une très bonne évolution tout au long de la saison, vraiment, il est sur une autre planète ces dernières semaines, avec plusieurs perfs à plus de 35 points, bien sûr il faut le juger sur l'intégralité de la saison, c'est pour ça que les stats là ça concerne l'intégralité de la saison, mais je trouve que les joueurs qui sont sur une bonne dynamique comme lui, mais ça peut peut-être leur faire un petit bonus, surtout que voilà, quand on voit que au final il tourne à 40% de réussite au global et 35% à 3 points, on pourrait se dire c'est bof, mais finalement vu qu'il prend plus de la moitié de ses tirs derrière la ligne à 3 points, c'est pas si catastrophique que ça, et j'ai envie de les limiter encore plus comme je le disais, parce que c'était très mauvais en début de saison, mais maintenant c'est devenu excellent là où il en est, son adresse au tir, ses choix, tout ce qu'il fait en ce moment, en tout cas depuis le début de la saison, en 26 minutes ça lui permet de marquer 13 points par match, de faire quelques passes aussi, un petit peu plus de 4, de jouer, de faire quelques erreurs, d'avoir quelques déchets, des balles perdues et bien sûr des shoots manqués, mais je suis très satisfait de ce qu'il fait Keyonte George en tant que rookie du côté du Utah. Ok, pour Keyonte George, il n'y a pas eu trop d'hésitation, vous êtes 80% à le mettre au tier 4, vous étiez 16% à le mettre au tier 5 et 4% au tier 3, et effectivement j'aurais pu peut-être hésiter un petit peu avec le tier 5, mais c'est peut-être de la culture de l'instant, mais non, faudra voir, au final il y aura peut-être pas grand monde à la fin au tier 5, on verra, peu importe. Je trouve que Keyonte George, vu sa montée en puissance, de toute façon il mérite d'être au tier 4, même si effectivement j'aimerais qu'il prouve plus sur la durée avant de me placer définitivement à ce niveau-là. Je pense que vraiment, il est en train d'atteindre, il a atteint un niveau, même dans une équipe comme Utah qui est peu compétitive, un niveau qui mérite de ne pas finir au tier 5 aujourd'hui, donc on est d'accord pour Keyonte George tier 4. Voici maintenant Tre Jones. On se rappelle, sur la première partie de la saison avec San Antonio, il sortait plutôt du banc. C'était Jeremy Sohan, le meneur de jeu, on se rappelle, ça a été un petit peu un fiasco. Sauf que depuis, Sohan, il a été redécalé à son poste naturel, le poste 4, tandis que Wembanyama maintenant joue au poste 5. Tre Jones, avec ce dispositif-là, est devenu titulaire, et je trouve que c'est bien mieux pour les Spurs d'avoir un vrai meneur. Parce que Tre Jones, ça reste quand même un gars qui joue juste, un mec qui est régulier, qui peut-être n'est pas le plus talentueux du monde, n'empêche qu'il jouera propre, il fera
fera ce qu'il faut. Alors peut-être que de temps en temps il sera capable d'un exploit au scoring, mais ça restera quand même très rare. C'est un joueur qui manque de qualité athlétique, qui manque de taille, qui fait 1m85, qui a quelques limites. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas le plafond le plus haut du monde, n'empêche que c'est un meneur sérieux qui en 27 minutes met sa petite dizaine de points, arrive à faire circuler la balle, et il y a besoin à San Antonio d'un mec qui fait circuler la balle avec ses 6 passes décisives par match. C'est un organisateur limité, sans plus, mais un bon cerveau, qui prend des bons shoots aussi. C'est pas un grand shooter à 3 points, mais finalement sa réussite globale est plutôt bonne. Voilà, un joueur limité mais quand même très propre. On va voir où est-ce que vous le classez, Tre Jones. Pour Tre Jones, pas trop d'hésitation, même si on a eu des votes à deux échelons, le tier 4 et le tier 5, mais à 71% d'entre vous ça part au tier 5. Comme je disais, alors ça peut paraître méchant quand je disais qu'il est limité, mais pour un titulaire et par rapport aux autres, je voulais dire que c'était le joueur qui n'était pas le plus gifté, le plus talentueux du monde, parce que pas le plus athlétique, pas le plus grand, pas celui qui a le plus d'outils, donc un vrai cerveau, comme je le disais, mais ça suffit pas pour viser plus haut, hein. C'est un meneur titulaire un petit peu par défaut, dans une équipe qui joue les fonds de tableau, effectivement c'est dur de viser plus haut que le tier 5 pour Tre Jones. Donc maintenant on parle de Malcolm Brogdon. J'aurais pu prendre Scoot Anderson, c'est vrai, à Portland, mais je trouve que si je vais choisir aujourd'hui qui est le meilleur joueur de Portland, ben Scoot Anderson est sûrement encore trop tendre. En fait, ce qu'on voit, c'est que Malcolm Brogdon, lui, il est titulaire en fonction des choix de Chauncey Billups et des absences de Scoot Anderson. En ce moment, c'est Malcolm Brogdon qui est blessé, qui est absent, il est blessé au coude, hein, ça fait plus d'un mois qu'on l'a pas vu, je crois qu'il n'y a toujours pas de date de retour, donc c'est pour ça que j'ai peut-être hésité à parler de Scoot finalement, mais en fait j'ai quand même du mal aujourd'hui à me dire qu'il s'est imposé Scoot Anderson en tant que rookie comme le meilleur meneur du roster, parce que Malcolm Brogdon c'est vraiment un maestro, hein, qui joue propre, qui joue juste, qui lui aussi a un gros cerveau sur le terrain, comme on demande à un meneur, un vrai organisateur, un vrai playmaker qui peut apporter de la sérénité et cette présence vétéran à une équipe de Portland qui en a vraiment besoin parce que ça part dans tous les sens et qui sait apporter surtout dans les secteurs où il y a besoin, et c'est voilà, c'est un joueur qui sera bon quel que soit son rôle, titulaire ou en sortie de banc, il sera très bon. Maintenant, ce que je me dis, c'est est-ce qu'il est vraiment à sa place à Portland? Bien sûr que son leadership et sa présence vétéran font du bien à une jeune équipe comme ça, mais il pourrait faire tellement de bien à des équipes compétitives que je trouve que c'est un petit peu dommage. N'empêche que ce qu'on voit, c'est que dans cette équipe de Portland qui bien sûr joue les fonds de tableau, en moins de 30 minutes, il met quasiment 16 points par match, il fait plus de 5 passes, il perd pas beaucoup de ballons, c'est un mec qui défend très intelligemment aussi, ses pourcentages sont ultra propres, il est à plus de 41% à 3 points. Voilà, c'est un peu monsieur propre, hein, Malcolm Brogdon, qui sera jamais un franchise player, mais qui peut être un joueur vraiment, je trouve, qui peut apporter beaucoup dans une équipe qui pourrait être bien meilleure que ce que le sont les Blazers cette saison. Pour Malcolm Brogdon, ça s'est joué entre 3 tiers, entre l'échelon 3, l'échelon 4 et l'échelon 5, et au final vous êtes 52% à l'avoir mis à l'échelon 3, je trouve ça peut-être un peu haut. C'est pas que je n'aime pas les qualités de Malcolm Brogdon, hein, je l'ai déjà dit, il est très bon, très juste, et il ferait du bien à beaucoup d'équipes qui seraient meilleures. D'ailleurs pour info vous étiez 37% à le mettre au tier 4 et 11% au tier 5, mais je trouve que si on ne juge que sur cette saison, finalement, il a un rôle certes de parfois titulaire, parfois remplaçant dans une équipe qui est en fond de tableau. En plus de ça, il a souvent été blessé, il n'a joué que 39 matchs. Pour moi, c'est peut-être pas suffisant, en tout cas sur cette saison, pour le mettre au tier 3. Je dis pas, hein, sur ce qu'il a fait plutôt dans sa carrière et ce qu'il a intrinsèquement, il mérite au moins ce tier 3. Mais sur cette saison seulement, personnellement, je l'aurais mis au tier 4, je pense, Malcolm Brogdon. La suite, elle est ici avec Mike Conley, un meneur de 36 ans qui joue à Minnesota, qui lui encore, hein, j'ai l'impression de le répéter, mais c'est vrai qu'on est sur une série de joueurs vétérans, qui jouent juste, qui font peu d'erreurs, qui connaissent vraiment le basket NBA, et c'est sûr que Mike Conley, c'est peut-être plus le défenseur qu'il était avant quand il était à Memphis, sauf qu'aujourd'hui, même s'il est plus aussi vif, plus aussi athlétique, il a toujours les mains actives, et surtout, il sait comment défendre grâce à sa tête, grâce à son cerveau, et grâce à son expérience. En attaque aussi, son jeu a changé, hein, c'est devenu majoritairement un shooter, qui prend la plus grande partie de ses tirs de loin. C'est un mec régulier, qui fait ce qu'on lui demande de faire, toujours proprement, hein, pas de fioriture, il fait ça bien, il cherche l'efficacité, et ça marche bien. Il a une très bonne relation aussi avec Rudy Gobert, et je trouve que Mike Conley, c'est un vétéran qui sait ce qu'il apporte, qui en plus de ça est une valeur super sûre au lancer franc, avec plus de 90% de réussite par match. Il arrive bien à enchaîner les matchs, en plus cette saison, malgré ses 36 ans, je trouve que qu'on a Will Hardy, le coach de... Pardon, Will Hardy, c'est fini ça, autant pour moi, j'y suis plus. On a Chris Finch plutôt, qui est ça fait longtemps qu'il est plus à Utah. On a Chris Finch qui est à Minnesota, pardon, qui gère très bien ses minutes, c'est pour ça qu'on parle de lui si tôt, et finalement, Mike Conley, avec ses 36 ans, il apporte vraiment, je trouve, ce qu'on attend d'un meneur comme lui dans son profil, dans une équipe comme Minnesota, qui en plus de ça est ambitieuse cette saison. J'aime beaucoup ce que fait Mike Conley cette saison, on en parle très peu dans la saison de Minnesota, mais je trouve qu'il a un vrai rôle et que c'est important de mettre un petit peu de respect sur son nom. Allez, pour Mike Conley, pas trop d'hésitation non plus, et là-dessus, on est sur un gros accord, c'est là où je l'aurais mis aussi, vous êtes 66% à le mettre au tier 3,
3. Alors pour moi il est bien meilleur que Brogdon, mais on en reparlera juste après de Brogdon. Vous étiez 25% à le mettre au tier 4, vous étiez 6% à le mettre au tier 2, c'est peut-être un peu haut, et 3% au tier 5, ça c'est beaucoup trop bas. Non, pour moi c'est un tier 3, et en plus de ça c'est un bon tier 3, c'est un joueur essentiel vraiment dans une équipe compétitive. Ok, c'est pas une superstar, et c'est pas un niveau all-star non plus dans cette équipe, n'empêche que c'est un bon tier 3 je pense, Mike Conley. Et allez, à la demande générale, on a refait un sondage concernant Malcolm Brogdon, parce que certains avaient oublié qu'on ne jugeait que sur cette saison, et qu'on ne jugeait pas vraiment sur le niveau du joueur, ou pas sur toute la carrière. Donc effectivement, en remettant et en redonnant un petit peu les critères, vous avez changé d'avis, et pour vous, du coup on est sur un accord, Malcolm Brogdon descend au tier 4, et le tier 3 est pour Mike Conley, et je trouve ça pas mal, parce que sur cette saison, je trouve que Mike Conley mérite d'être plus mis en avant que Malcolm Brogdon, vraiment, encore une fois, si on ne prend que cette saison et qu'on l'isole des autres. Maintenant on parle d'Immanuel Quickley, qui est devenu titulaire depuis qu'il est arrivé à Toronto. Il était utilisé plutôt au poste 2, au poste d'arrière, quand il était à New York, et maintenant chez les Raptors, c'est lui le meneur titulaire, et je trouve ça bien, en fait, ce qu'il fait là-bas. Il a un nouveau rôle de playmaker, et il assure, je savais pas que c'était un aussi bon organisateur. Il a plus de 6 passes par match depuis qu'il est à Toronto, il est toujours très percutant, hein, au scoring, il tourne à 18 points par match chez les Raptors, donc mieux que ses 16 points par match sur la saison. Il a fait un énorme match face à Phoenix, hein, on s'en rappelle, 21 points et 18 passes décisives, il m'avait énormément surpris. Il a fait un autre match à 29 points aussi dernièrement. Il arrive vraiment à se faire plaisir, hein, chez ces Raptors. Bien sûr, cette équipe qui ne devrait pas participer au play-in, c'est un petit peu embêtant pour ça quand on juge du niveau collectif, mais je trouve que Quickley il s'éclate dans le Canada. Bien sûr, c'est un joueur maintenant qui peut être un petit peu irrégulier sur les moments où il va rentrer dans la raquette, où il compte beaucoup sur ses flotteurs. Il manque aussi un petit peu de physique. N'empêche que globalement, il a un bon toucher pour arriver à trouver des bons angles un petit peu surprenants à la finition et arriver à marquer des points en pénétration, et en plus de ça, il a quand même des bons pourcentages de loin, quasiment 40% de réussite, sachant qu'il prend plus de la moitié de ses tirs à longue distance, donc c'est propre, hein, ce qu'il fait Immanuel Quickley du côté de Toronto, et il nous fait une saison en moins de 30 minutes par match, à plus de 16 points, quasiment 5 passes par match, mais comme je disais, ça a vraiment augmenté, les points et les passes depuis qu'il est aux Raptors, et puis voilà, des pourcentages qui sont corrects, sachant qu'il faut les remettre dans le contexte, parce que même si 43% au global, ça peut pas paraître ouf, quand on sait qu'il prend plus de la moitié de ses tirs à longue distance, finalement ça permet de relativiser et de se rendre compte que c'est pas si mauvais que ça, loin de là pour Immanuel Quickley. Ok, pour Quickley, 58% d'entre vous le mettez au tier 4, donc c'est là qui va, vous étiez 39% à le mettre au tier 3 et 3% au tier 5. Personnellement, non, je l'aurais mis au tier 4 aussi, ce sera peut-être l'un des meilleurs de ce tier 4, attention, mais je le trouve peut-être plus proche de ces joueurs-là que de Mike Conley. Comme je disais, Mike Conley a l'avantage d'avoir cette expérience dans une équipe qui gagne, quand Quickley est dans une équipe qui ne participera pas aux playoffs, donc ça, pour moi, ça joue un petit peu contre lui. Par contre, il faut noter que son début de saison à New York était très bon, surtout utilisé en tant que 6ème homme là-bas, mais c'était très bon, et donc voilà pourquoi c'est un tier 4, mais je pense un gros tier 4, en tout cas selon moi, qui est presque plus un tier 3,5 qu'un tier 4. On verra un peu ce que ça donne, mais en tout cas pour moi, parmi les 3 tier 4 qu'on a mis, Quickley je le mets peut-être un petit peu au-dessus sur cette saison, encore une fois. Maintenant on parle de Tyus Jones, et j'avoue que je suis assez triste de le voir à Washington, parce que lui aussi, et encore plus que son frère je trouve, c'est un meneur intelligent. Alors peut-être qu'il a encore un peu plus de qualité que son frère Trey Jones qui joue à San Antonio. Tyus Jones c'est un bon scoreur, qui est régulier, qui est adroit, c'est aussi un super playmaker qui voit bien le jeu, et ce que je trouve bien c'est qu'il arrive vraiment à s'imposer en team player, et même à être régulier dans une équipe où c'est le chaos total finalement, et je trouve que si beaucoup de joueurs peuvent se reprocher des choses du côté de Washington, mais Tyus Jones, c'est difficile de lui reprocher quoi que ce soit, et lui aussi, un peu comme Malcolm Brogdon, je me dis qu'il s'exprimerait bien mieux ailleurs, dans une équipe plus ambitieuse, avec plus d'objectifs, parce qu'il ferait du bien à pas mal de monde. En attendant, il est à Washington, il joue 29 minutes par match, il met 12 points, il fait beaucoup de passes, plus de 7 passes par match, il défend même un petit peu, alors c'est pas un gros défenseur, mais un petit peu aussi, encore une fois, comme son frère, il sait avoir les mains actives et se mettre sur les lignes de passe pour avoir des interceptions. Ses pourcentages sont très propres, plus de 41% à 3 points. Malheureusement, il joue dans une équipe de Washington qui nous oblige à relativiser ses stats, même si j'aime bien, finalement, qu'ils s'en sortent pas si mal dans cette équipe qui clairement est à la dérive. Pour Tyus Jones, ça s'est joué entre l'échelon 4 et l'échelon 5, et franchement, c'est les deux échelons avec lesquels j'aurais hésité aussi, et pour 63% d'entre vous, ça part à l'échelon 5, vous étiez 37% à le mettre plus haut, et je comprends, parce que en vrai, Tyus Jones, dans une équipe qui serait plus ambitieuse, ce serait sûrement un 6ème homme, comme il l'était à Memphis. Là, il est titulaire à Washington un petit peu par la force des choses, et clairement, je pense que je le mets au-dessus des autres. Ça peut se discuter avec
avec Cole Anthony qui avait fait quand même, je le rappelle, un très bon début de saison, mais je le mets au-dessus de son frangin, mais ça reste un tier 5 aussi. Forcément, maintenant, dans les échelons, il y aura des niveaux hétérogènes, il y aura une certaine hétérogénéité, mais je trouve que ça a du sens, effectivement, de mettre les deux Jones au tier 5 dans cette tier list. Maintenant, on parle de Marcus Smart, et la situation des Grizzlies est très compliquée. Bon, j'ai pas pris Ja Morant parce que il a joué seulement 9 matchs cette saison, et pour moi, même si clairement ça reste lui le meilleur meneur des Grizzlies, l'échantillon est trop faible. Du coup, je suis allé chercher Marcus Smart, qui pourtant a joué seulement 20 rencontres, c'est pas beaucoup plus glorieux, et lui aussi a un échantillon très faible, mais le truc c'est que le poste de meneur, il a tellement tourné à Memphis cette saison, avec toutes les absences et les blessures, qu'il fallait bien prendre quelqu'un, et j'ai été bien embêté, c'est l'équipe pour laquelle j'ai été le plus embêté, et je me suis dit, bon, je suis allé chercher Marcus Smart, parce que mine de rien, sur ces 20 matchs qu'il a joué à Memphis, il a fait ce qu'il savait faire, il a fait ce qu'il sait faire de mieux, en fait, il a apporté de l'énergie, il a apporté de la défense, des interceptions, du jeu dur aussi, des coups bas de temps en temps, son expérience aussi, et sa façon de faire péter des câbles à ses adversaires, tout en restant lui-même, hein, avec des déchets au shoot, des déchets aux balles perdues, comme souvent, hein, on le sait, c'est pas un grand shooter, et c'est pas non plus le meilleur playmaker du monde, ni le meilleur organisateur, même s'il peut faire quelques passes. On l'a vu, en plus de ça, même si c'était plutôt bien ce qu'il a montré, il a connu un petit coup de mou en novembre, mais globalement, dans son profil et dans son rôle, j'ai trouvé solide, hein, avant de se blesser, et même avant de se blesser, après ce coup de mou de novembre, il s'était plutôt rattrapé, donc maintenant, voilà, il s'est fracturé les doigts, il est absent depuis le mois de janvier, je ne pense pas qu'on le revoie cette saison, donc forcément, le fait qu'il n'ait joué que 20 matchs, ça va jouer pour Marcus Smart, mais qui globalement reste un bon meneur du côté de Memphis, malgré ses 20 petits matchs joués cette saison. Pour Marcus Smart, c'est sévère, mais il a joué que 20 matchs, donc pour 55% d'entre vous, ça part au tier 5 tout en bas, vous étiez 31% à le mettre au tier 4 et 14% au tier 3. Personnellement, malgré ces 20 matchs, je l'aurais quand même mis au tir fort, parce que, bon, en même temps, c'est vrai que même quand il était bon, Memphis n'était pas très solide, mais ça reste un pion essentiel qui apporte beaucoup de choses, et ouais, c'est peut-être le cœur, encore une fois, qui parle, ou la volonté de mettre en avant cette énergie qu'il apporte du côté de Memphis, mais je l'aurais quand même mis au tir fort, c'est pas un gros désaccord, parce que je comprends tout à fait le tir 5, en raison de ces 20 matchs joués, on va même pas appeler ça comme un désaccord, plutôt une façon de penser différente en fonction de quelle importance on accorde au nombre de matchs joués. Donc 20 matchs joués pour Marcus Smart, c'est tier 5 pour vous, et je comprends et je conçois tout à fait que ça puisse être le cas. Maintenant, Dennis Schroeder qui a été transféré de Toronto à Brooklyn à la deadline, et partout où il va, j'ai l'impression, Dennis Schroeder, il reste le même. C'est un joueur pareil, hein, qui est très énergique, qui est plutôt régulier, mine de rien, dans son rôle, quel que soit le rôle qu'on lui donne, hein, qu'il soit titulaire ou sur le banc. C'est une teigne, en attaque comme en défense, qui apporte sa passion, son énergie, qui tire à plus de 46% de loin depuis qu'il est arrivé à Brooklyn. Je trouve ça plutôt bien, c'est mieux que ses 38% depuis le début de la saison, parce qu'il avait plutôt mal commencé à Toronto, et globalement, voilà, hein, c'est un titulaire dans une équipe qui ne joue pas grand chose, qui serait peut-être plutôt 6ème homme dans une équipe plus ambitieuse, mais qui mine de rien a son spot de starter, mais c'est 14 points par match, fait 6 passes par match aussi, défend plutôt pas mal, arrive à perdre moins de 2 ballons, à des pourcentages plutôt propres, il fait ce qu'on lui demande, Dennis Schroeder, il fait du Schroeder avec ses qualités et ses défauts, mais plutôt un bon visage de Schroeder, notamment je trouve depuis son arrivée à Brooklyn. Pour Schroeder, pour 57% d'entre vous, ça va au tir fort, et je suis d'accord avec ça. Vous étiez 43% à le mettre au tier 3 sur cette saison, je trouve ça un peu haut, je trouve ça un petit peu exagéré, en tout cas c'est mon point de vue. Parce que ce soit à Toronto ou à Brooklyn, il a jamais été dans des équipes qui gagnent, et il a non plus jamais été le franchise player, ou jamais... j'allais dire jamais été un des joueurs majeurs, c'est peut-être sévère, mais jamais été non plus un des joueurs principaux, c'est plutôt un role player qui peut être titulaire comme 6ème homme. Pour moi, c'est trop limité pour viser le tier 3, donc je suis d'accord avec 57% d'entre vous qui le mettaient au tier 4, Dennis Schroeder, sur cette saison. Parlons maintenant de CJ McCollum qui joue meneur depuis qu'il est arrivé à NOLA, même si c'est pas son poste naturel, quoique à la fac, hein, avec l'IA il jouait même plutôt meneur, sauf qu'on l'a vu en NBA quand il a joué avec Lillard à Portland, il a plutôt été décalé au poste 2, et maintenant avec les Pelicans, il est à nouveau utilisé au poste 1, c'est le choix de Willie Green. Bon, ce qu'on voit, c'est que McCollum, il fait pas sa meilleure saison au scoring, ni à la passe, et ce qu'on voit, c'est que à 32 ans, son impact, il diminue un petit peu cette année, et que c'est un petit peu compliqué, il y a moins de blessures dans l'effectif des Pelicans, il est peut-être un petit peu moins mis en avant, on a Zion Williamson et Ingram qui méritent des points, donc CJ McCollum est peut-être un petit peu rétrogradé au plan inférieur. Aujourd'hui c'est une option 3 qui est pas super régulière mine de rien, et qui pour moi n'a pas le niveau qu'il avait dans ses meilleures années à Portland, parce que son agressivité est pas toujours au rendez-vous. Maintenant ça reste toujours un joueur correct, hein, qui joue plus de 30 minutes par match, qui marque 18 points quand même, c'est à mettre en valeur, il tourne à plus de 4 rebonds et 4 passes, il fait son interception aussi, bon c'est pas le plus grand défenseur du monde, on va pas se mentir, mais au moins
sent, il a de l'énergie et il est actif, et ses pourcentages sont bons, ses pourcentages sont propres. Donc au final, peut-être que oui, il est un petit peu rétrogradé dans les options offensives des Pelicans maintenant que Ingram et Zion Williamson mettent plus de points et sont en meilleure santé. N'empêche que dans un rôle qui a diminué, il reste quand même un joueur très propre, CJ McCollum, qui, même s'il a jamais été All-Star, aujourd'hui ne flirte plus avec le niveau All-Star comme il l'a fait pendant les années précédentes en tout cas. Ok, pour CJ McCollum, ça me semble assez évident, et pour vous aussi, visiblement, vous êtes 78% à le mettre au tier 3, ce que j'aurais fait aussi, 22% au tier 4, parce que ok, c'est une option 3, hein, comme je disais maintenant, qui est peut-être moins percutant que ce qu'il l'était au scoring et à la passe, que ce qu'il l'était à une époque. N'empêche que bon, ça reste quand même un élément très important d'une équipe qui se classe bien pour faire les playoffs, et qui, enfin voilà, tout simplement, CJ McCollum est bien meilleur pour moi que les joueurs qu'on a mis au tier 4 jusque-là, en tout cas cette saison. Donc le tier 3, sans hésitation, en tout cas pour moi, pour CJ McCollum, et sans trop pour vous non plus apparemment. D'Angelo Russell, je trouve que c'est un joueur qu'on adore critiquer, et on l'a beaucoup fait ces dernières saisons, moi le premier. Sauf que là, mine de rien, du côté des Lakers, j'ai pas le choix que de dire qu'il fait une grosse saison. C'est sûr, il défend toujours pas, n'empêche qu'on est obligé de constater, de remarquer et de préciser que c'est un super attaquant. C'est un joueur qui joue de plus en plus propre, qui commence à vraiment trouver son rôle à côté de LeBron et d'Anthony Davis du côté des Lakers. Je trouve que plus ça va, et plus sa sélection de tir est bonne. Je le trouve de plus en plus mature aussi, à mieux connaître ses forces qu'à une époque, à moins forcer, à plus jouer dans le flow du jeu. Il profite très bien du spacing que créent ses coéquipiers pour envoyer pas mal de 3 points. Lui aussi fait partie de ces joueurs qui prend plus la moitié de ses tirs derrière la ligne à longue distance, et je trouve que surtout depuis le mois de janvier, et je trouve que ça joue forcément quand on va le noter, je trouve que les joueurs qui connaissent une montée en puissance, on va mieux les mettre en valeur que des joueurs qui sont sur une phase descendante, et lui effectivement depuis le mois de janvier il connaît une vraie montée en puissance. Ses 44 points face à Milwaukee, j'étais à LA pour assister à ça, il était complètement incroyable, et même si de temps en temps il a ce côté trou noir défensif, c'est un vrai attaquant. C'est un vrai attaquant qui en 32 minutes à Los Angeles met 18 points, mais qui ces derniers temps tourne plutôt à 20, 21, 22 points par match sur les mois de février-mars, mais qui tourne aussi à plus de 6 passes par match, qui est un vrai playmaker, qui est amené à jouer sans le ballon quand LeBron crée, mais qui peut aussi prendre le relais avec le ballon. Je trouve qu'il apporte ce qu'il faut du côté des Lakers, au moins en attaque. Encore une fois, sa défense forcément va le handicaper dans le classement. Il perd non plus pas trop de ballons, c'est ce que j'allais dire, parce que effectivement ce n'est pas non plus le seul créateur des Lakers, et comme je disais, il a des pourcentages très propres. Fini le D'Angelo Russell croqueur. Là cette saison on a quand même un D'Angelo Russell qui tourne à 47% au tir et 42% à 3 points. Donc voilà, c'est pas non plus le joueur du siècle, je ne dis pas qu'il faut le mettre tier 1, mais je trouve que ce joueur, j'ai beaucoup plus de positif à dire sur lui que les années précédentes finalement. Pour D'Angelo Russell, ça a pas mal débattu, parce que bon, ça va au tier 3, vous êtes 52% à le mettre au tier 3, et je l'aurais mis là aussi, vraiment, mais vous étiez quand même 41% à le mettre au tier 2. Pour moi, il aurait fallu que les Lakers gagnent plus de matchs en saison pour que je réfléchisse à le mettre tier 2. Il a les qualités individuelles, mais collectivement, pour moi, les Lakers gagnent pas assez, donc c'est pour ça que je laisse au tier 3. Et vous étiez 7% pardon, seulement au tier 4, ce qui montre que effectivement, alors qu'on le critiquait beaucoup ces dernières saisons, D'Angelo Russell, maintenant c'est déjà bien et propre qu'il chope un tier 3, alors que son équipe est seulement dans la lutte pour le play-in. Donc bien content de voir D'Angelo Russell à cet échelon-là. Maintenant, on parle de Jamal Murray, des Nuggets, champion en titre, et comme d'hab, on le connaît, c'est un joueur qui en saison régulière peut connaître pas mal d'irrégularités. En plus de ça, comme chaque année, j'ai l'impression il a connu quelques blessures cette saison, pas forcément trop graves, il a pas manqué non plus trop de matchs, mais n'empêche que il a été embêté quelques fois, n'empêche que, encore une fois, comme d'habitude, on le voit monter en puissance avant les playoffs, et là ce qu'on voit c'est que sur le mois de mars, on a un Jamal Murray qui tourne à 23 points par match, avec des pourcentages complètement énormes, et finalement c'est une saison à la Jamal Murray qui est vraiment égale à lui-même, mais qui en plus de ça, je trouve, chaque saison progresse dans le playmaking. Là il fait de plus en plus de passes, quasiment 7 par match maintenant, il progresse aussi dans la propreté, dans la justesse, il prend de plus en plus d'expérience. C'est aussi un scoreur 3 niveaux qui peut vraiment prendre des mid-range, qui peut pénétrer, qui peut shooter de loin, qui peut vraiment créer son tir mais aussi jouer sans le ballon, et comme on le voit, il est bien en train de se chauffer pour essayer d'être à son meilleur niveau en playoff. On se rappelle ce que ça avait donné en playoff l'année dernière, et puis voilà, en 32 minutes, il a toujours ce rôle essentiel chez les Nuggets, à plus de 20 points par match, et comme je disais, à quasiment 7 passes, à 47% global et 42% à 3 points, dans une équipe de Denver qui joue en ce moment la première place de la conférence Ouest. Effectivement, j'ai quasiment que du positif à dire de Jamal Murray, et vraiment même
même que du positif à dire de Jamal Murray. Ok, pour Jamal Murray, pas d'hésitation, et on est complètement d'accord, 85% d'entre vous, vous le mettez au tier 2, 12% pardon, d'entre vous, vous le mettiez au tier 1, et 4% d'entre vous au tier 3. Non, vraiment, c'est quasiment l'unanimité, hein, ça part au tier 2, Jamal Murray, je suis complètement d'accord avec ça. C'est mieux que ces trois joueurs-là, dans la mesure où c'est au-dessus de Mike Conley, avec autant de résultats collectifs que Mike Conley, mais c'est au-dessus de Mike Conley, Jamal Murray, ce qu'il apporte, et plus de résultats collectifs que les deux autres. Ça me paraît très cohérent de le mettre à cet échelon de Jamal. Maintenant, la Melo Ball, 22 matchs seulement, et compliqué encore une fois de parler de lui. Alors j'ai hésité, j'aurais pu prendre du Treman ou du Vasilije Micic, mais pour moi ils sont pas non plus vraiment imposés comme des futurs meneurs titulaires depuis leur arrivée, et puis ils sont arrivés en cours de saison, ils ont pas non plus énormément de matchs joués non plus. Donc la Melo Ball, lui, il continue tous les ans à avoir des soucis à la cheville. Là encore une fois, ça fait longtemps qu'il a pas joué, depuis le mois de janvier. Après, quand il est là, il y a rien à dire, hein. Il fait ce qu'il sait faire, il arrive à jouer vite, à amener du tempo dans cette équipe des Hornets qui en a besoin, il arrive bien à organiser le jeu, il arrive à scorer aussi, sauf que cette équipe de Charlotte continue à être catastrophique, et c'est dommage que... je trouve que ça fait plusieurs saisons que je suis frustré avec la Melo Ball, parce qu'à cause de ses blessures, on n'a pas l'occasion de le voir monter en puissance. Parce que quand on regarde ses stats, on se rend compte de son talent, hein, il est réel, 24 points par match, 5 rebonds, 8 passes, quasiment 2 interceptions, c'est pas non plus un super défenseur, mais encore une fois, ça fait partie de ces joueurs énergiques, qui sont actifs, qui ont de l'envie, avec une adresse à 3 points qui ne cesse de progresser, une adresse de loin, alors qu'à la base, c'est pas forcément un shooter, mais qui est de mieux en mieux, il prend de plus en plus de shoots de loin, avec de plus en plus de confiance, sauf que cette confiance, il arrive pas à la garder sur le long terme, et Charlotte, de toute façon, n'arrive à rien construire sur le long terme, parce que la Melo se pète tout le temps, ses chevilles l'embêtent tout le temps, et cette saison malheureusement ne fait pas exception à la règle, donc ça va être compliqué de le juger la Melo Ball, parce que difficile de ne pas prendre en compte tous les matchs qui manquent. Je suis curieux, enlevez-moi une belle épine du pied, et pas comme celle de Cédric Doumbé, et débrouillez-vous pour le classer, on verra si je suis d'accord. Ok, pour la Melo Ball, encore une fois très compliqué, j'en lisais même que vu qu'il n'avait joué que 22 matchs, il aurait fallu le mettre à l'échelon de Marcus Smart, parce qu'on l'avait mis là parce qu'il avait joué 20 matchs, ça aurait pu se tenir, sauf que sur les matchs qu'il a joué, la Melo Ball a été quand même meilleure que Smart, et donc vous avez été 47% à le mettre à l'échelon 4, vous étiez 29% à le mettre à l'échelon 3, vous étiez 15% justement à le mettre à l'échelon 5 tout en bas, et 9% à l'échelon 2. Bon, l'échelon 2, on peut pas mettre un joueur qui a joué 22 matchs à l'échelon 2. L'échelon 3, ça pourrait se discuter, parce qu'au niveau du talent et des qualités, il a vraiment tout ce qu'il faut pour être à l'échelon 3, mais pas de résultats collectifs et pas de présence sur le terrain. Donc effectivement, là-dessus on est d'accord, je l'aurais mis à l'échelon 4, mais vraiment, il a de quoi être bien meilleur que cet échelon 4. Là, on juge pas, vraiment, encore une fois, je le répète, hein, et les fans de la Melo Ball, il faut bien qu'ils comprennent ça, et on ne juge pas du talent du joueur qui mérite vraiment d'être classé plus haut, sauf que si on le juge sur cette saison, avec seulement 22 matchs joués, et tant de défaites pour les Hornets, l'échelon 4, je trouve que c'est son max à la Melo, et c'est dommage parce qu'il est capable de faire bien mieux. Maintenant, Tyrese Haliburton est un cas intéressant à aborder, parce que son début de saison, on se rappelle, alors on pourrait dire début de saison MVP, on n'en était pas là, mais on en parlait en tout cas dans les potentiels candidats pour le MVP, Tyrese Haliburton, parce qu'il tournait très bien, à des chiffres records de ratio assist-turnover, où justement il faisait des espèces de matchs où il faisait 12, 14, 15, 16 passes sans balles perdues, et dans une équipe de Indiana qui tournait bien, qui a fait un très bon in-season tournament aussi, on se rappelle, ils sont arrivés en finale, et avec un Tyrese Haliburton qui dans cette équipe qui marchait si bien, avait un rôle de vrai chef d'orchestre, un joueur très adroit qui jouait très juste, et justement avec très très peu de déchets dans son jeu, c'est pour ça que c'est devenu un All-Star indiscutable. Sauf que depuis le All-Star Break, on voit qu'il connaît un énorme coup de mou, on a l'impression qu'il a plus le même tranchant, il fait beaucoup moins de passes, enfin il reste quand même le meilleur passeur de la ligue, hein, mais il score aussi beaucoup moins, et on voit aussi que son adresse est en chute libre, il a peut-être plus la même confiance, on voit aussi que les défenses vont davantage se focus sur lui, et peut-être qu'il a plus de mal à s'en sortir maintenant qu'il est identifié comme une potentielle superstar, et ce qu'on voit aussi, et ça c'est peut-être une petite excuse, c'est que depuis le mois de janvier il est gêné par ses ischios, et peut-être que ça le fait galérer, parce qu'avec moins d'explosivité, il arrive plus à avoir le même impact. Donc il y a tout plein de raisons qui expliquent peut-être ce coup de mou depuis le All-Star Break, mais on va être obligé de le prendre en compte. Maintenant, ok, je le répète, ça reste toujours le meilleur passeur de la ligue, dans une équipe qui est toujours en course pour essayer d'éviter le play-in, tout ça c'est bien, ça reste un joueur qui tourne à plus de 20 points et plus de 11 passes, c'est quand même toujours très exceptionnel, qui défend plutôt bien, qui a des longs bras, qui fait des interceptions, qui joue propre, qui même s'il connaît cette chute d'adresse quand même en ce moment, reste un joueur qui shoot plutôt bien et qui a des pourcentages propres. Donc on va voir à quelle hauteur vous le classez, Tyrese Haliburton, mais c'est dommage, cette deuxième partie de saison joue un petit peu en sa défaveur, je trouve. Pour Tyrese Haliburton, pour 58% d'entre vous, et je vous rejoins, ça part au tier 2, vous étiez 33% à le mettre au tier 1 et 10% au tier 3, voilà,
comme je disais, hein, il paye vraiment. Ça aurait dû être, comme j'ai lu dans le chat, ça aurait dû être tier 1, sauf que depuis le All-Star Break, c'est beaucoup moins bon. Et voilà, ça finit tier 2, hein, ça reste toujours un très bon passeur, mais avec son adresse qui n'a pas réussi à se maintenir de façon constante sur tout le long de la saison, je ne veux pas le mettre au tier 1. Donc c'est un très bon tier 2 pour Tyrese Haliburton, et pour moi c'est une place qui me semble méritée, je suis d'accord avec vous. Stephen Curry maintenant 36 ans, lui aussi, comme Mike Conley, mais qui lui, contrairement à Conley, porte vraiment son équipe sur son dos, il porte les Warriors sur son dos, cette équipe de Golden State qui devra sûrement passer par le play-in, et encore, il va pas falloir qu'il se fasse remonter par Houston, qui est en train d'être sur une grosse série en ce moment, mais on prévoit déjà, en tout cas, il y en a beaucoup qui salivent sur un potentiel play-in entre les Warriors et les Lakers. Pourquoi pas, ce qu'on voit en tout cas, c'est que Curry il fait une grosse saison, comme je le disais, il est un petit peu gêné par sa cheville depuis quelques semaines, il est peut-être un petit peu fatigué aussi de porter les Warriors depuis si longtemps sur son dos, qu'on a vu peut-être un tout petit coup de mou ces derniers temps, mais ça reste assez tout petit, enfin assez minime pour pas qu'on en fasse non plus des tonnes. Ça reste un joueur qui joue finalement assez peu, hein, moins de 33 minutes par match, mais qui est présent, il a joué ses 62 rencontres cette saison, quasiment 27 points par match, presque 5 passes aussi, toujours dans son rôle de shooter off-ball, avec des pourcentages complètement hallucinants, 40% à 3 points, 92% au lancer franc, 45% au global. Non, c'est la propreté extrême, hein, comme d'habitude, avec son insolence qui le caractérise, Stephen Curry, et encore une fois, il fait une très bonne saison, ce n'est pas qu'un shooter, il a fait des progrès en défense, il a pris du muscle, ça se voit bien d'ailleurs sur cette photo, c'est aussi un des meilleurs finisseurs de la ligue près du cercle. Non, bien sûr, un excellent joueur, Stephen Curry, on va voir où vous le classez. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de surprises. Stephen Curry, pas trop d'hésitation, comme je disais, 79% d'entre vous, vous le mettez au tier 1, 18% d'entre vous, vous le mettez au tier 2, bon après on a quelques trolls, 3% qui l'ont mis au tier 1, au tier 5 pardon, mais voilà, 18% d'entre vous, vous le mettez au tier 2, et je peux comprendre parce que le bilan des Warriors est pas bon, ils sont même pas sûrs de faire le play-in, et pour ça vous pouvez peut-être reprocher qu'il n'a pas le bilan collectif, mais à part ça il a tout le reste, et non, pour moi c'était trop sévère de le mettre au tier 2, pour moi aussi c'est un tier 1 Stephen Curry cette saison. Voici maintenant Jrue Holiday, et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup cette année, parce qu'on parle beaucoup plus des trois autres monstres qu'il y a à Boston, hein, Jason Tatum, Jaylen Brown et Kristaps Porzingis, et en fait je trouve que c'est bien pour lui qu'il soit un petit peu plus dans l'ombre par Milwaukee, en fait, que ce qu'il l'était à Milwaukee. En fait on compte moins sur lui au scoring à Boston que ce qu'on comptait au scoring, que ce qu'on comptait sur lui au scoring chez les Bucks, et je trouve que finalement, dans un rôle qui est moins scoreur, où il doit moins forcer et moins jouer pour lui, il s'épanouit vraiment en mode monsieur propre en attaque, avec des pourcentages exceptionnels, avec très peu de balles perdues aussi, un joueur qui prend vraiment juste les bons shoots quand il faut les prendre, et qui les met en plus. Enfin, vraiment, comme je disais, il a pas à trop en faire comme il y avait besoin qu'il le fasse chez les Bucks pour épauler Giannis. Des mecs pour scorer, il y en a, lui il score les points qu'il faut. En parallèle, il est toujours élite en défense. Boston, c'est la deuxième meilleure défense de la NBA, c'est aussi la meilleure attaque, donc Jrue Holiday, même si c'est pas forcément lui le premier responsable, il participe quand même et il a un rôle dans cette équipe qui est la meilleure attaque de la NBA. Non, vraiment, je trouve que dans cette espèce de rôle de facilitateur, super défenseur qui fait tout des deux côtés du terrain de l'équipe qui a le meilleur bilan de la ligue, il trouve une vraie régularité, et je trouve que bah ouais, on n'en parle toujours pas assez de Jrue Holiday, chaque année on dit qu'il est sous-coté, mais là je trouve qu'à Boston on est en train de l'oublier encore plus que ce qu'on l'oublie à Milwaukee, vu qu'il y a d'autres joueurs qui sont sur le devant de la scène, et pourtant il réalise une très grosse saison, même si effectivement c'est un joueur qui met moins de 13 points par match. Et Jrue Holiday, ça fait plaisir, il n'y a pas eu trop d'hésitation non plus, pour 75% d'entre vous ça part au tier 2, et pareil, je l'aurais mis au tier 2 aussi, j'ai aucun problème à mettre un joueur au tier 2 qui marque 13 points par match, ça ne me dérange pas dans la mesure où son équipe est première de la ligue, où on a un collectif impressionnant, et c'est lui le meneur, peut-être pas forcément le ball handler numéro 1, mais c'est lui le meneur de ce collectif impressionnant, qui en plus de ça est le leader défensif sur les postes arrière. Non, vraiment, il fallait le valoriser, Jrue Holiday, et je trouve qu'un tier 2 est mérité pour lui. Maintenant, Darius Garland, qui, je trouve, cette saison à Cleveland, alors que je me rappelle à une époque, quand Donovan Mitchell est arrivé chez les Cavs, peut-être que je la rappelle souvent cette histoire, mais beaucoup râlé parce que j'avais dit que ce serait Donovan Mitchell l'option 1. Aujourd'hui, je crois que maintenant c'est clair. Darius Garland, c'est le lieutenant et c'est l'option 2 du côté des Cavaliers. Surtout cette saison, on voit que son rôle offensif a diminué, il marque moins de points, il fait moins de passes que les années précédentes, en tout cas que les 2 années précédentes, mais aussi parce qu'il a un petit peu moins de tickets shoot. Ça reste quand même un très bon meneur qui est percutant, qui est un bon créateur, qui peut shooter à 3 points et qui peut aussi, qui peut aussi rentrer dans la raquette grâce à une bonne panoplie de flotteurs, grâce à de bons lay-up aussi. Sauf que cette saison, les blessures l'ont pas trop aidé depuis le début de sa carrière, ça l'embête un petit peu les blessures, et cette saison encore une fois a pas fait exception là encore.
encore. Là, il a connu une très longue absence en raison d'une blessure à la mâchoire notamment. Il est revenu, il est bon, il fait ses stats hein, globalement, 19 points, 6 passes décisives, quelques interceptions aussi, des pourcentages qui restent très corrects, très propres, mais par contre je trouve qu'il manque encore de régularité d'un match après l'autre. Il a peut-être encore du mal à retrouver le rythme sur la durée, c'est ce que je lui reprocherais un petit peu à Garland, que ses stats diminuent un petit peu parce que Mitchell est l'option 1, ok, mais qu'au moins en option 2, il faudrait qu'il trouve un petit peu plus de régularité, parce qu'il est là il est payé pour marquer des points, et il est payé pour être bon en attaque, et faire des passes et organiser le jeu. Sa défense est pas forcément très bonne, donc bah voilà, même s'il fait des interceptions et qu'il fait des bonnes choses en défense, je veux cette régularité, j'en veux plus en tout cas de la part de Darius Garland, dans une équipe comme Cleveland, qui se doit d'avoir des ambitions cette saison. Pour Darius Garland, désolé d'ailleurs pour ce freeze à la caméra, effectivement, comme je disais, Streamlabs OBS me met des pouces, c'est pareil sur le best-of YouTube, si vous savez en commentaire comment désactiver ça, parce que ça fait bugger la cam à chaque fois, n'hésitez pas à me le dire. Mais bref, pour Darius Garland, 63% d'entre vous, vous le mettez au tier 3, vous étiez 21% à le mettre au tier 4, 11% au tier 2, et vous étiez 5% au tier 5, tier 5 Darius Garland, ça paraît quand même très bas. Non, tier 3 encore une fois, rien à dire, pour moi c'est sa place, effectivement, son équipe est plutôt bonne, mais sa saison est moins à la hauteur que ce qu'il a fait, les joueurs du tier 2 sont au-dessus de lui pour moi cette saison, et il est à un étage où il y a pas mal de joueurs qui sont grosso modo à son niveau. Non voilà, pas besoin de justifier plus, je trouve que cette place est très bonne pour Darius Garland. On parle maintenant de Cade Cunningham, et ça y est, il faut le dire quand même, j'ai envie de le dire et ça fera plaisir aux fans des Pistons. Ça y est, Détroit n'est plus l'équipe la plus catastrophique de la ligue. Merci Washington qui est passé derrière au classement. Sauf que, en parallèle, si on parle de Cade Cunningham, dans cette équipe où rien ne va collectivement hein, chez les Pistons, Cunningham, le meneur, il fait sa meilleure saison statistique, il a ses meilleurs pourcentages en carrière, il a progressé dans tous les secteurs, et c'est plutôt propre quand on voit que, voilà, 22 points, 7,6 passes, voilà, quasiment 8 passes par match, presque une interception, 45% au global, 35% à 3 points, il a jamais shooté aussi bien de loin, alors qu'à la base c'était quand même un de ses plus gros défauts. Tout ça c'est propre, hein, franchement, s'il était individuellement avec des stats comme ça dans une équipe qui gagne, on n'aurait que du bien à dire de lui. Le problème c'est que son équipe ne gagne pas, et ce qu'on peut se demander c'est, ok, hein, ses stats sont de plus en plus propres, on a un joueur qui est de plus en plus mature, qui fait des chiffres, mais quel poids ça a sur la win? Ça fait 3 saisons maintenant qu'il est en NBA, c'est un bon joueur individuel, mais on pourrait avoir l'impression qu'il fait un petit peu ses statistiques dans le vent. Il n'est pas encore non plus super régulier d'un match après l'autre, même s'il y a du mieux, il joue quand même de plus en plus juste, ça se voit qu'il a encore besoin d'expérience, et voilà, et ça fait aussi du bien de le voir en bonne santé. Ok, pour Cade Cunningham, ça part au tir fort, un tir fort que je trouve très sévère, hein, en vrai, vous êtes 56% à le mettre au tir fort, vous étiez 28% à le mettre au tier 3 et 16% au tier 2, moi j'aurais hésité avec le tier 3, je trouve meilleur hein, que tous ces joueurs en termes de talent, que tous ces joueurs du tir fort, vraiment meilleur en termes de talent, peut-être mis à part Lamelo, mais Lamelo, lui, il a quasiment pas joué cette saison, on peut pas reprocher ça à Cade, donc ouais, j'aurais peut-être mis plus proche du tier 3 en vrai, c'est peut-être notre petit désaccord, mais en vrai, dans le tier 3, c'est compliqué, parce qu'on est quand même tous dans des joueurs qui gagnent un minimum et qui devraient au moins faire le play-in, de toute façon. Donc c'est ça aussi, il a ça en moins que ces joueurs du tier 3, parce qu'il est dans une équipe qui est éclatée, donc lui, c'est pareil, hein, c'est un vrai tier 3,5, mais que j'aurais vu peut-être un poil plus proche du tier 3 que du tier 4, je comprends les deux, ok, c'est pas un gros désaccord non plus, mais personnellement je l'aurais mis un petit peu plus haut. Maintenant, on parle de Terry Rozier, qui lui aussi a changé d'équipe, il est arrivé à Miami à la deadline, après avoir commencé sa saison à Charlotte. Ce qu'on voit, c'est que du côté du Heat, il a moins de tickets shoot que ce qu'il en avait, qu'il en avait aux Hornets, mais aujourd'hui, il joue dans une équipe qui a plus d'ambition. Donc maintenant, c'est vrai qu'il score beaucoup moins que quand il était à Charlotte. À Charlotte, il était pas loin même je crois qu'il était au-dessus des 23 points par match, et à Miami, il est plus autour des 16 points par match, ce qui lui fait une moyenne d'à peu près 20 points par match depuis le début de la saison. Et en vrai, depuis qu'il est à Miami, même s'il a moins de tickets shoot, il fait du Rozier, hein, ça reste un dynamiteur qui peut tirer, qui peut passer, qui comme d'habitude a une adresse qui est compliquée au tir, qui a un jeu à risque hein, aussi, il est vraiment porté sur le scoring, il envoie beaucoup de flotteurs difficiles aussi quand ses tirs à 3 points ne rentrent pas, et ça ne fonctionne pas toujours, c'est un petit peu le problème de croqueur que connaît Terry Rozier de temps en temps. N'empêche qu'il fait du bien à cette équipe de Miami, parce que dans cette équipe il n'y a pas de meneur vraiment, c'est vrai qu'il prend un gros volume de tir, mais il est quand même pas capable de belles perfs au scoring, il lui manque de la régularité, mais c'est pas grave, parce qu'à Miami il a besoin de points, et ces points il les apporte, donc voilà, il fait quand
même une grosse saison, à autour de 20 points et 6 passes de moyenne, une interception, des pourcentages plutôt corrects aussi. En vrai, voilà, belle saison de Terry Rozier, mais difficile de le juger, parce qu'il a fait une première moitié de saison avec des grosses stats dans une équipe qui perd et tout, et une deuxième partie de saison avec des stats qui diminuent un peu, mais dans une équipe plus ambitieuse, et encore une fois, avec ses qualités et ses défauts, et notamment ses déchets qu'il peut avoir dans le jeu. Et bien encore une fois, avec Terry Rozier, on était sur un joueur qui était difficile à juger, parce que ça s'est joué à quelques pourcents près. Vous êtes 52% à le mettre au tir fort, et vous étiez 48% à le mettre au tir 3, et encore une fois, bon, si vous avez mis Cade Cunningham au tir fort, c'est normal de mettre Terry Rozier, de pas mettre Terry Rozier plus haut, je trouve. Si on met Cade Cunningham ici, c'est pas mal. Sauf que, si je mets Cade Cunningham ici, je me dis que Terry Rozier mérite d'être plus haut que tous ces mecs cités, quoique Quickley... C'est dur, j'avoue, Terry Rozier, c'est un vrai 3,5 aussi. Non, effectivement, allez, je pense qu'il est plus proche de ces joueurs du tir fort que de ceux du tir 3, parce que beaucoup de déchets dans son jeu, même si, sur certains matchs, il peut vraiment porter l'équipe à lui tout seul, et que ça fait un bien fou à Miami. C'est dur à dire, mais ouais, ça reste sur le tir fort de mon côté. Chez Gilgeous-Alexander, je pense que forcément on va aller vite, hein. Vous savez tous aussi bien que moi qu'en ce moment il est dans la course au MVP. Lui aussi, c'est un monsieur propre, hein, qui fait des stats au scoring qui sont assez hallucinantes avec des pourcentages de dingue. Un mec qui a appris au fur et à mesure des saisons et des années à jouer sur ses forces, c'est-à-dire attaquer la raquette et jouer sur son petit mid-range. C'est aussi le meilleur intercepteur de la ligue, une vraie force des deux côtés du terrain, hein, cette saison, qui forcément a un énorme poids sur les wins de son équipe, qui en ce moment est dans la course pour obtenir la première place dans la conférence Ouest. C'est une valeur sûre, un joueur qui est très régulier match après match, qui vraiment là à 25 ans arrive à maturité, et qui tout au long de la saison a réussi à avoir ce poids, comme je disais, match après match, avec beaucoup de constance. Il arrive à avoir ses stats énormes en termes de scoring, de volume, d'efficacité, quasiment 31 points par match, plus de 6 passes, plus de 5 rebonds aussi, plus de 2 interceptions, presque un compte par match, 54% au scoring et 37% à 3 points, même si c'est pas un gros shooter et qu'il en prend peu, ceux qu'il prend, globalement il les met avec une bonne adresse. Non, forcément, chez Gilgeous-Alexander, il nous fait une saison exceptionnelle, j'ai rien à dire de plus. Pour chez Gilgeous-Alexander, pas de surprise, effectivement, vous êtes 96% à l'avoir mis au tier 1, et effectivement, pour moi, toutes les autres réponses concernant chez Gilgeous-Alexander étaient fausses, il mérite clairement un tier 1, et même au-dessus de Stephen Curry, hein, forcément, au vu du bilan d'OKC cette saison. James Harden maintenant, qui est arrivé aux Clippers en tout début de saison, hein, vraiment au dernier moment chez les Clippers, et qui depuis qu'il est à Los Angeles, après un petit temps d'adaptation, finalement il fait ce qu'il sait faire, il joue son jeu, il porte beaucoup la balle, mais finalement, j'ai pas mis les stats, on va quand même remettre les stats, ce sera beaucoup mieux que vous ayez les stats. Et comme je disais, c'est un mec qui porte beaucoup la balle, qui globalement est adroit, hein, 44% au global, plus de 40% à 3 points, c'est bien. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il arrive vraiment à avoir un rôle sans avoir besoin de prendre beaucoup trop de tirs. On se rappelle, hein, il était très dominant à Houston parce qu'il provoquait énormément de lancers francs et qu'il gardait la balle 23 secondes par possession. J'exagère, mais on n'était pas loin de ce schéma de jeu stéréotypé. Et maintenant, bien sûr, il le fait toujours, il garde toujours beaucoup la balle, mais il a moins besoin de ticket shoot, il voit que ses fautes, maintenant que les règles ont un petit peu changé il y a 2 ans, les provocations de fautes marchent vachement moins bien pour James Harden, et depuis c'est devenu un mec qui prend son temps, qui distribue bien, qui joue beaucoup sur attaque placée, il y a peu de transition avec lui, mais peu importe, dans le jeu des Clippers, je trouve que ça passe plutôt bien, et que finalement, avec le temps, il est de mieux en mieux dans son rôle de créateur. Attention quand même, parce que je le trouve assez irrégulier au scoring, et des fois les Clippers ont plus besoin de lui, je crois, pour apporter des points. On sait jamais ce qu'il va apporter, il peut faire un match à 30 points, mais il peut faire un match à 7 points aussi, et le problème, c'est que des fois, quand Kawhi Leonard et ou Paul George sont absents, il n'arrive pas toujours à prendre le relais au scoring, et ça, on aimerait qu'il le montre plus souvent, mais mis à part ça, James Harden, dans son rôle, il est excellent, je trouve, aux Clippers. Il lui faut juste accepter ce nouveau rôle qu'il a, où il est devenu une option 3 au scoring, et j'ai l'impression que ça se fait sans problème de son côté, et qu'il se sent plutôt bien dans ses pompes dans cette équipe de Los Angeles. Pour James Harden, vous êtes 68% à le mettre au tir tout, et à mon avis, effectivement, c'est sa place, même si je suis un petit peu déçu, hein, globalement, des Clippers, qui, je pensais, au moment du All-Star Break, arriveraient à s'imposer vraiment dans une équipe top 2, top 3 de la conférence Ouest, et qui, souvent, j'ai l'impression, par un petit peu excès d'arrogance, parfois, perdent des matchs qu'ils devraient pas perdre, donc c'est ma déception, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à croire aux Clippers pour l'instant, parce que je les trouve un petit peu trop orgueilleux sur le terrain, mais en tout cas, oui, ça reste un tir-tout, James Harden, parce que c'est quand même une équipe qui reste compétitive, dans laquelle il joue son rôle, et il le fait plutôt bien. Maintenant, je vais parler de Damian Lillard, et c'est un cas un petit peu particulier, parce que on se rend compte que cette saison, il déçoit pas mal de monde, hein. Je l'ai vu dans les awards, il avait eu pas mal de votes pour la plus grosse déception, et c'est vrai que, en termes collectifs,
bah, il apporte pas aux Bucks ce qu'on pouvait attendre de leur part. On se disait, un duo Lillard-Giannis Antetokounmpo, ça doit vraiment exploser et dominer la ligue, sauf que force est de constater que les Bucks ne roulent pas du tout sur la ligue, hein, et les changements de coach qui se sont passés, l'arrivée de Doc Rivers, il y a pas mal de choses, pas mal d'événements qui apportent aux Bucks des incertitudes, dans lesquels Damian Lillard se retrouve pas forcément bien. Parce que, globalement, ça reste toujours un bon shooter, bien évidemment, mais son adresse, elle est quand même beaucoup moins élite que ce qu'il a pu connaître par le passé. Tout ça, malgré les espaces que lui crée Giannis Antetokounmpo. C'est des shoots ouverts, c'est simple, hein. Les shoots ouverts qu'il mettait à Portland, il les met plus avec la même régularité à Milwaukee. C'est pas parce que c'est des mauvais shoots, hein. Regardez ses stats sur ses pourcentages sur les shoots ouverts. C'est ça qui a vraiment baissé. Maintenant, ça reste toujours un scoreur qui peut toujours être très clutch, qui est toujours un playmaker plutôt correct aussi, mais ça reste un joueur, Damian Lillard, qui évidemment dépend beaucoup de son shoot et de son adresse, donc il compte beaucoup sur le lancer franc, c'est le joueur le plus adroit de la ligue, et c'est ce qui lui permet d'avoir une certaine régularité dans les points. N'empêche que ça se voit, il a pas l'air d'être le plus heureux du monde en ce moment à Milwaukee. Il est focus, hein, sur le terrain, mais j'ai l'impression qu'il joue pas libéré comme il peut le faire, et du coup, malgré ses lancers francs qui lui apportent une petite régularité au point, son focus ou son envie n'est pas forcément toujours la même d'un match après l'autre, et on sait pas non plus, même si globalement ça reste positif, l'impact qu'il va avoir reste assez imprévisible. Ça reste en plus de ça toujours un problème défensif. On l'a vu, hein, le départ de Holiday et l'arrivée de Lillard ont créé un souci défensif sur le premier rideau à Milwaukee cette saison, et en parallèle, il compense peut-être un petit peu moins que par le passé en attaque, même si, il faut le préciser, depuis quelques semaines, en termes d'impact et d'adresse, il est vraiment en train de se ressaisir, et là, je pense que vraiment, les Bucks, s'ils veulent avoir des ambitions, ils ont besoin d'un Damian Lillard qui sera à la hauteur de ce qu'il a montré vraiment ces derniers jours, plus que ce qu'il a montré sur la grande majorité de cette saison, même si c'était pas non plus catastrophique, mais on sait qu'il était capable de mieux, et que tout n'était pas parfait dans son jeu. Pour Damian Lillard, pas trop d'hésitation, encore une fois, vous êtes 74% à le mettre au tir-tout, là où je l'aurais mis aussi, et pourtant, un bon tir-tout en vrai, parce que c'est peut-être le meilleur tout simplement, ou un vraiment des meilleurs de ce tir-tout. Il était à la limite du tir-1, mais si on met Haliburton au tir-tout, Jamal Murray au tir-tout, oui, Damian Lillard mérite le tir-tout aussi. C'est un joueur qui dans sa carrière plutôt a été capable du tir-1, mais cette saison, vu qu'on ne le juge que sur cette saison, je trouve qu'un tir-tout est assez cohérent concernant Dame. Maintenant, Jalen Brunson, et déjà, en vrai, j'avais pas de doute, mais maintenant qu'on a la blessure de Julius Randle qui a manqué énormément de matchs du côté des Knicks et le départ de R.J. Barrett vers Toronto, on sait vraiment qui est le franchise player de cette équipe. Depuis les playoffs de l'année dernière en même temps, on le sait, c'est Jalen Brunson, et je trouve que dans ce rôle de franchise player, c'est un mec qui assure réellement, en vrai, toute sa carrière, et même je me rappelle quand je le suivais à la fac à Villanova, je me disais, c'est un joueur qui est bien, qui est explosif, qui a de l'envie, mais qui a quand même des limites en termes de physique et de qualité athlétique, mais ok, ces limites, il les a, et il compense énormément avec cette énergie qu'il apporte sur le terrain, ce travail aussi et cette volonté. C'est un mec qui a une vraie science du jeu, qui joue juste, qui est vraiment très malin, qui en plus de ça est un scoreur 3 niveaux, il peut vraiment s'arrêter à mi-distance si besoin, il a un bon package aussi pour finir près du cercle, je le trouve de plus en plus régulier chez Phoenix, il porte l'équipe tous les soirs, hein, quand il y a besoin de lui, quasiment il est présent, c'est vraiment c'est une valeur sûre. On a une équipe new-yorkaise qui en plus de ça, dans une conférence Est où il y a beaucoup d'incertitudes, est plutôt bien placé pour échapper au play-in en tout cas, et qui arrive à être un petit peu au-dessus que des équipes qui sont dans la course au play-in, et un Brunson qui statistiquement explose tout, hein, qui a été All-Star, et c'était vraiment mérité cette année, une saison à plus de 27 points par match, plus de 6 passes, avec des pourcentages pareils, 40% à 3 points, 48% au tir, c'est gros, c'est fort ce qui fait Jalen Brunson chez Phoenix, qui font une grosse saison, et je trouve qu'on parle pas assez d'eux et pas assez de lui, vraiment gros GG à Jalen Brunson cette saison. Ok pour Jalen Brunson, et ça me fait plaisir, j'avais peur qu'il soit sous-coté, et peut-être que certains dans le chat sur YouTube diront qu'ils sont surcotés, et ils auront aussi leurs arguments, mais ça part au tier 1 pour 67% d'entre vous, et je suis d'accord, je l'aurais mis aussi au tier 1. Alors dans ce tier 1, bien sûr, tout le monde n'est pas vraiment au même niveau, je mets Shai Gilgeous-Alexander bien au-dessus, mais est-ce que Jalen Brunson, dans une équipe des Knicks qui tourne mieux que les Warriors, ne ferait pas en ce moment une meilleure saison que Stephen Curry? Ça se discute, en tout cas collectivement c'est au-dessus, et individuellement c'est pas si loin, donc si Curry est au tier 1, ça me va très bien de mettre Jalen Brunson au tier 1 lui aussi. Et De'Aaron Fox, je trouve qu'à Sacramento, il confirme sa grosse saison dernière, hein, individuellement comme collectivement. En plus de ça, il a fait des progrès statistiquement, notamment dans l'adresse de loin, en prenant en plus de volume de shoot, une plus grosse quantité de tirs. C'est vrai que les Kings sont un poil moins bien classés que la saison dernière, c'est sûr, mais on savait de toute façon que cette saison, elle représentait peut-être un cas exceptionnel, et finalement on se rend compte que non. Ok, c'est peut-être un tout petit peu en dessous les Kings cette année, mais ça confirme, et je trouve que la saison qu'ils font est très convaincante.
et pour ça, même s'il faut remercier tout le collectif et qu'il y a beaucoup de pions qui sont très essentiels dans cette équipe de Sacramento, on peut bien sûr remercier fort De'Aaron Fox. Lui, bien sûr, c'est surtout un scoreur, mais mettre des points, c'est quelque chose qu'il fait vraiment très bien. Depuis le All-Star Break, c'est vrai qu'il est un poil moins percutant, lui aussi, parce qu'il a une petite crise dans son adresse à 3 points, son tir extérieur est un petit peu déréglé. N'empêche que globalement, ce que j'appréciais, c'est que cette saison, il montrait qu'il pouvait être un joueur de plus en plus régulier match après match, et qui aujourd'hui a des stats et des chiffres de franchise player dans une équipe qui cartonne, hein, parce que 27 points par match, 6 passes quasiment par match, 2 interceptions aussi, ça c'est très propre, et des pourcentages qui sont très corrects. Non, ouais, De'Aaron Fox, ouais, c'est bien ce qu'il fait dans une équipe qui performe, ça reste très intéressant, sachant qu'en plus de ça, même si les Kings c'est très aléatoire match après match, il montre qu'il peut avoir, grâce à ses grands bras notamment, un certain impact en défense quand il en a envie et quand on l'envoie sur des missions. C'est pas assez régulier ça encore, mais c'est bien de voir qu'il peut agir des deux côtés du terrain. On va voir vous le classez, De'Aaron Fox. Pour De'Aaron Fox, il y a eu très peu d'hésitation, très peu de débat, parce que ça part à 89% au tier 2, comme vous l'avez dit dans le chat, le tier 2 est fait pour lui, et c'est vrai, c'est très bien ce qu'il fait cette saison, De'Aaron Fox, mais il manque quelques petites places au classement pour les Kings, et peut-être quelques grosses perfs encore, ou quelques moments encore plus impactants pour De'Aaron Fox individuellement, pour être au tier 1, en attendant le tier 2 lui convient très bien. Voilà, rien de plus à dire, c'est sa place. Maintenant, Devin Booker, qui n'est pas un vrai meneur, mais qui a été décalé au poste de meneur par la force des choses avec l'arrivée de Bradley Beal, et de toute façon parce qu'il n'y a pas vraiment de meneur capable d'être titulaire dans une équipe qui se veut être ambitieuse comme les Phoenix Suns, et ce qu'on voit, et ce qu'on savait même déjà avant qu'il soit décalé à ce poste-là, c'est que Booker, il est quand même capable d'être un mec qui sait porter la balle, c'est un bon playmaker, un bon dribbleur, un bon créateur, et je trouve qu'au poste 1, globalement, il s'en sort bien, il gère bien le jeu, il fait ses passes, hein, il en fait quasiment 7 par match, c'est propre, et il montre qu'il peut être un attaquant complet, qui est gifté, avec de très bons pourcentages, qui va scorer, qui va distribuer le jeu, et qui va peser sur l'attaque de son équipe, et qui peut même en défense être plutôt impactant. Maintenant, ce qu'on voit, et c'est un petit peu dommage, c'est qu'il connaît des petits pépins physiques depuis 2 ans, qui l'empêchent d'être régulier sur une longue durée. À chaque fois, on a l'impression qu'il a une petite période d'absence, après il revient, mais dans cette période où il revient, il a du mal à retrouver son niveau, et quand il retrouve enfin son niveau, il se répète, et vice versa. Et ça, c'est frustrant. On voit aussi que ça lui permet pas de maintenir une grosse confiance. Ces derniers temps, il a une petite panne sur l'adresse de loin, et j'ai l'impression que de plus en plus, cette équipe des Phoenix Suns, même si au départ j'avais du mal à y croire, et je disais que ça resterait son équipe, non, aujourd'hui je crois que c'est l'équipe de Kevin Durant, vu comment Booker est absent, et que Booker c'est le lieutenant. Alors absent, je suis sévère, hein, parce qu'il a quand même joué 56 matchs, mais ce manque de régularité dans les matchs lui permet pas, je trouve, dans la façon dont il joue les matchs et dans ses absences, lui permet pas, je trouve, d'avoir une vraie régularité match après match, et c'est dommage. C'est peut-être le petit truc qui lui manque à Devin Booker aujourd'hui. Devin Booker, il n'y a pas eu trop de débats non plus, 58% d'entre vous le mettez au tier 2, et après on avait 21% qui le mettaient au-dessus au tier 1, et 21% en dessous au tier 3. Tier 3, je trouve quand même ça très sévère pour Devin Booker. Je trouve que pour Devin Booker, on est totalement dans le profil de joueur qui a été décalé en meneur par la force des choses, qui peut-être à son poste, utilisé en poste 2, scoreur comme il est, aurait pu être au tier 1, mais là, vu qu'on lui demande de faire pas mal de choses qui sont pas dans son profil, va au tier 2, et je peux comprendre encore une fois, c'est peut-être un tier 1 au poste 2, mais au poste 1, je pense que le tier 2, ça lui convient très bien à Devin Booker. Maintenant, on évoque Trae Young, qui est toujours clairement l'un des meilleurs attaquants de la ligue. C'est un gros shooter, qui a beaucoup de culot, une espèce d'insolence assez folle, un côté trash talker qui énerve beaucoup, un énorme range, mais c'est aussi, c'est pas qu'un shooter, parce que c'est aussi un super organisateur, un gros passeur, et je trouve que même dans son attaque, c'est assez varié, et il dose bien entre ses flotteurs, sur lesquels il a un vrai toucher, et ses 3 points en pull-up qu'il peut prendre quasiment sur la tête de n'importe qui, parce qu'il prend la séparation à une vitesse folle, et surtout, comme je disais, il peut shooter à une distance qui est assez phénoménale. Maintenant, c'est un joueur qui est très ball dominant, qui a du mal à jouer avec un autre joueur qui potentiellement est ball dominant comme Dejounte Murray. C'est aussi pour ça qu'il commet pas mal de déchets, qui perd beaucoup de ballons. C'est un joueur qui a toujours autant de limites en défense, hein, qui même s'il a de l'envie n'aura jamais le physique pour défendre, et ça il y peut rien, mais c'est à prendre en compte aussi. Et à la fois, j'ai l'impression qu'il représente tout ce qui est de mieux chez ces Hawks cette année, parce que c'est lui quand même le patron de cette équipe d'Atlanta, mais peut-être qu'il représente aussi d'un certain côté ce qui coince, parce que même si encore Atlanta a une petite chance d'aller en play-off, de toute façon ils vont sûrement passer par le play-in, on a quand même que peu d'espoir, et c'est ce côté, Trae Young qui défend pas. Est-ce que c'est vraiment autour de lui qu'il faut construire à Atlanta? C'est la vraie question. Est-ce que c'est vraiment un leader comme il faut pour être le patron d'une équipe? On voit, en plus de ça, on a l'impression que son niveau, il s'étiole un petit peu au fur et à mesure de la saison,
saison? Est-ce que c'est une certaine lassitude de cette situation qui dure trop à Atlanta? Il s'est fait opérer du doigt aussi en février, c'est avant, il a commencé à dégringoler. Est-ce que son doigt le gênait aussi déjà? On sait pas. En tout cas, on n'a toujours pas de date de retour pour Trae Young. Il score toujours ses 27 points par match, il fait ses passes, c'est un joueur complet qui a déjà mieux shooté que ça dans sa carrière à 3 points, mais qui met quand même la plupart de ses shoots, mais qui n'arrive pas à peser suffisamment, même avec un joueur comme Dejounte Murray à ses côtés, pour permettre, en tout cas aujourd'hui, à Atlanta d'avoir de vraies ambitions, et c'est dommage avec un joueur qui a autant de talent à la base. Ok pour Trae Young, pas trop d'hésitation encore une fois, 65% d'entre vous le mettez au tire-tout, et c'est là aussi que je l'aurais mis, un joueur très fort individuellement, mais qui suscite les doutes que je viens de lister. Donc tire-tout pour Trae Young, pas besoin d'en faire plus, ça me va bien. Allez, Fred VanVleet maintenant, qui à Houston fait sa première année ailleurs qu'à Toronto, et tout de suite, je trouve, chez les Rockets, il a su trouver un rôle de vétéran, avec ses qualités et ses défauts, hein, à Fred VanVleet, mais des qualités qui font du bien à ces Rockets. Il a de l'expérience, c'est un organisateur qui peut apporter aussi un petit peu de scoring, et qui, surtout, quand il a la balle dans les mains, a une vraie intelligence de jeu. Maintenant, ben, on le sait, et ça a toujours été le défaut de Fred VanVleet, sa sélection de shoot est parfois douteuse, son irrégularité d'un match après l'autre, elle est réelle, et ça peut être un petit peu embêtant, et ça l'était de temps en temps à Toronto, notamment l'année dernière, sauf qu'à Houston ça l'est un petit peu moins, je trouve, parce qu'il y a d'autres scoreurs autour de lui, et lui se concentre surtout sur le rôle de playmaker, et là il est en train de tourner à son career high au pass, avec plus de 8 passes par match. Sengun, c'est clair que c'est le meilleur joueur des Rockets cette année, mais là, en ce moment, il est plus là, Sengun. Les Rockets sont sur une très bonne série, ils sont en train de remonter sur les Warriors au classement, et je trouve que l'arrivée de VanVleet, qui dans cette équipe amène de l'ordre, amène de l'organisation, amène un petit peu de sérénité, elle n'est pas étrangère à cette fin de saison solide du côté de Houston, qui du coup maintenant se permet de rêver d'accrocher le play-in. Donc voilà, même si la mission va être difficile en l'absence d'Alperen Sengun, Fred VanVleet fait le taf, avec d'autres aussi du côté de Houston, pour permettre à ces Rockets d'y aller et de se donner toutes les chances possibles pour accéder au play-in. Il donne tout, Fred VanVleet, et je trouve que même dans la mentalité, dans le comportement et dans l'attitude, c'est un exemple. Donc tout ça, c'est des bonnes choses chez lui. Pour Fred VanVleet, 89% d'entre vous, donc une grande majorité encore une fois, vous le mettez au tier 3, et voilà, effectivement, hein, je crois qu'encore une fois, il n'y a pas trop d'hésitation. Une équipe de Houston, comme vous le dites dans le chat, qui fait kiffer en cette fin de saison. Un Fred VanVleet qui joue le rôle de grand frère auprès des jeunes, qui joue très bien, et qui se retrouve vraiment, je trouve, quand on voit avec qui il est au tier 3, je trouve que c'est mérité. Il fait une bonne saison, le Fred VanVleet à Houston. Coby White maintenant, on en a parlé pour les awards, c'est un joueur qui est en course pour obtenir le trophée de la meilleure progression cette saison, et qui vraiment, cette année, découvre un vrai nouveau rôle aux Bulls, hein. Il joue beaucoup de minutes avec les absences de Lonzo Ball et de Zach LaVine, c'est pour ça qu'il fait partie des joueurs, les 3 derniers dont on parle, c'est un des 3 meneurs qui joue le plus en NBA cette saison, et je trouve que ce temps de jeu, ces minutes, et les opportunités qu'il a eu à partir de ça, il a su les saisir, et en vrai, ce qu'on a vu, c'est qu'il avait peut-être juste besoin de ça pour connaître le déclic, parce qu'à partir du moment où il a eu du temps de jeu, on a observé une vraie montée en puissance chez Coby White, qui s'est mis à tourner à quasiment 20 points par match, et qui a fait une augmentation de plus de 10 points par match par rapport à la saison dernière. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des joueurs, quand on leur donne des opportunités, ils se mettent à croquer dans tous les sens, et ils voient leur pourcentage dégringoler, et c'est pas le cas pour Coby White. Lui, il joue propre, il a une bonne adresse, il perd peu de ballons aussi, globalement. C'est surtout un scoreur, c'est clair, mais n'empêche qu'il tourne à son record en carrière au pass aussi, à plus de 5, c'est bien, et avec lui, finalement, dans cette équipe décevante des Bulls, qui doit se passer désormais de Zach LaVine qui s'est fait opérer, mais avec lui cette équipe elle s'accroche au play-in, malgré cette ambiance un petit peu morose, on a l'impression qu'il tourne autour de cette franchise. White, ça reste une grosse satisfaction, et je trouve qu'il a un gros rôle dans les espoirs qui restent aux Bulls pour cette saison. Il a une vraie régularité aussi match après match qui m'étonne vraiment. Pour moi c'était le profil du joueur irrégulier au possible, et finalement c'est pas le cas. Je trouve qu'il a gagné en maturité, il lui a fallu du temps, 5 saisons pour arriver à son niveau en NBA, mais aujourd'hui il est mature, et voilà, ce qu'on voit c'est que depuis le mois de novembre il n'est pas passé une seule fois sous la barre des 10 points, et quand on voit que sa moyenne n'était même pas à 10 points la saison passée, on se rend compte que ouais, il fait une grosse saison à Chicago, Coby White, dans un rôle qui est peut-être un petit peu, qu'on aurait pu imaginer en tout cas peut-être trop gros pour lui, même dans une équipe qui perd, et finalement il enfile bien ce costume, et il assume ce rôle. Pour Coby White, sur sa saison, à sa 53% d'entre vous, ça part au tier 3, ça s'est bien battu avec le tier 4, vous y étiez 47% à le mettre au tier 4, ça me semble beaucoup trop sévère, perso, de le mettre au tier 4. Non, il fait une saison tier 3, bien sûr, dans une équipe qui est décevante à Chicago, mais clairement, s'il jouait moins propre, j'aurais mis au tir fort, comme un Terry Rozier, mais non, lui, il met sa vingtaine de points par match en jouant propre, ça m'étonne, et en plus de ça, il est régulier, il mérite, je pense, son tier 3, Coby White, et je suis de la team tier 3 comme 53% d'entre vous. On parle maintenant de Tyrese Maxey, l'avant-dernier joueur pour aujourd'hui, qui lui a été propulsé option 2 cette saison, avec le départ d'Harden au début de cet exercice, puis même option 1 dernièrement avec la blessure de Joel Embiid, et ça lui a permis d'être All-Star, parce que lui aussi a réussi à saisir ses responsabilités
responsabilités. Maintenant, il faut savoir qu'en tant que option 1, oui, il fait le taf, mais il permet pas non plus à son équipe de gagner régulièrement. Clairement, individuellement, il réalise sa meilleure saison en carrière. Il a même réussi à augmenter ses points et ses pourcentages au tir depuis l'absence de Joel, c'est plutôt bien. N'empêche que ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'option, enfin, dans un rôle d'option 1, il a pas non plus le même impact. Il joue beaucoup plus pour lui, forcément, c'est obligé. Il fait moins de passes aussi pour ses coéquipiers, et surtout, Philadelphie perd plus, et la défense se resserre plus sur lui, et Philadelphie commence à avoir une équipe plus prévisible quand c'est Tyrese Maxey l'option 1. Donc pour moi, c'est beaucoup plus une option 2 qu'une option 1, je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Maintenant, il fait quand même une grosse saison, avec de très bons chiffres, il tourne quasiment à 26 points par match, plus de 6 passes décisives pour un joueur que je n'imaginais pas aussi playmaker, ça reste propre, des pourcentages encore globalement qui sont très bons, donc voilà, pour moi une excellente option 2, peut-être un peu juste limitée pour être une option 1, en tout cas d'une équipe compétitive. On va voir ce que ça donne pour vous dans le classement des tiers et où vous le mettez. Ok, pour Tyrese Maxey, ça s'est battu jusqu'au bout entre le tier 2 et le tier 3, vous étiez 44% à le mettre au tier 2, 44% à le mettre au tier 3, et puis c'est même pas les autres tiers qui vont nous départager, parce que 6% d'entre vous l'ont mis au tier 1, et 6% d'entre vous l'ont mis au tier 4. Donc pour lui visiblement, c'est un vrai tier 2,5, mais en vrai, je comprends qu'il soit considéré comme en dessous de tous ces mecs qui sont au tier 2, qui peuvent être des options 1, mais qui ne le sont pas forcément dans leurs équipes aujourd'hui. Par contre, Tyrese Maxey, je le vois quand même au-dessus de la plupart de ces mecs-là. Compliqué, je comprends vraiment que vous ayez hésité entre ces deux tiers. Je le mets quand même dans ce tier 2 pour la grosse saison qu'il fait, et finalement ça reste un All-Star quand même, et qui est méritant en plus de ça. Il l'a pas volé sa sélection All-Star, et pour moi, rien que pour ça, il mérite ce tier 2, mais je comprends vraiment que vous ayez pu hésiter avec le troisième échelon. Et le dernier, effectivement, est-ce qu'il y a besoin d'en parler longtemps? On parle vraiment d'un gros candidat au MVP avec Luka Doncic, même si son équipe se classe pour l'instant dans la lutte pour le play-in. C'est peut-être en ce moment l'attaquant le plus polyvalent de la NBA, en tout cas c'est vraiment peut-être le meilleur ou l'un des meilleurs en isolation. En termes de stats, en termes de production, ce que fait Luka Doncic, qui est proche du triple-double de moyenne, c'est juste incroyable. En plus de ça, c'est le meilleur scoreur de la ligue, il remplit toutes les colonnes statistiques, il tourne à ses meilleures stats en carrière au point, au pass et à ses pourcentages à 3 points, et quand il a la balle entre les mains, quand il attaque du côté de Dallas, y a rien à dire, on va pas se voiler la face, il est juste inarrêtable. Des fois, il manque d'adresse, et c'est rare, et il marque moins de 20 points, sauf que la plupart du temps, il marque au-dessus de 30 points, et il a une régularité folle dans ses gros matchs au scoring. C'est clairement lui qui fait la pluie et le beau temps du côté de Dallas. En défense, en plus de ça, maintenant qu'il est un petit peu plus athlétique, même si ça se voit pas forcément sur cette photo, je trouve que c'est mieux. Maintenant, pas de chance, parce qu'il connaît quelques petits pépins physiques ces derniers temps. Il fait ce qu'il peut dans une équipe en plus de ça qui, elle aussi, a connu beaucoup de blessures pendant cette saison. Il fait ce qu'il peut, il fait de son mieux pour essayer de faire surnager sa team, il donne tout pour essayer d'éviter le play-in. On verra s'il y arrive. En tout cas, c'est vrai que Dallas n'est peut-être pas collectivement à la hauteur où on les attendait, et les blessures les ont pas aidés, mais Luka Doncic individuellement, il fait tout ce qu'on attendait de lui, et peut-être même encore mieux. Il est complètement phénoménal depuis le début de la saison. Et pour Luka Doncic, pas de surprise, même si évidemment il y a eu des trolls, mais ça part au tier 1 pour 83% d'entre vous. Ça aurait dû être un 100%, je ne vois pas comment vous ne pouvez pas le mettre au tier 1, Luka Doncic. Pas besoin d'en faire plus, on sait tous que c'est là qu'il appartient. Et même si on fait un bilan, il devrait être plus haut, je pense, parce que ce tier 1, pour moi, il y a quand même deux gods de ce tir qui sont chez Gilgeous-Alexander et Luka Doncic. Pour moi, les deux sont au-dessus de Stephen Curry et Jalen Brunson si on fait un certain bilan. Ensuite, pour le tier 2, on était d'accord globalement avec Jamal Murray, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday que je suis content de voir ici, James Harden, Damian Lillard, De'Aaron Fox, Devin Booker, Trae Young et Tyrese Maxey. Tyrese Maxey, où on aurait pu hésiter avec le tier 3, je suis assez d'accord, mais qu'on a laissé au tier 2. Au tier 3, on a mis du Mike Conley, du CJ McCollum, du D'Angelo Russell, du Darius Garland, du Fred VanVleet et du Kobe White. Là encore, vraiment, si on est sur un live, on était en grande partie du temps, majeure partie du temps, ok, parce que là je valide encore complètement ça. C'est au tier 4, on a quelques petits désaccords. Vous avez mis Keyonte George, Malcolm Brogdon, Emmanuel Quickley, Dennis Schroeder, LaMelo Ball, Kate Cunningham et Terry Rozier. Autant LaMelo Ball, je comprends que vous l'ayez mis si bas parce qu'il n'avait joué que 22 matchs, mais comme je vous disais, moi ça aurait été plutôt un tier 3, mais on avait dit qu'on le laissait au tier 4 parce que effectivement 22 matchs c'était pas suffisant. Par contre Kate Cunningham, qui pour moi fait des stats au moins aussi bonne que celle de LaMelo Ball, dans une équipe qui ne gagne pas plus, certes, et qui est aussi au fond du classement, mais qui lui est là à tous les matchs, et qui montre qu'il est capable de beaucoup de choses, je l'aurais mis au tier 3. Alors tier 3, c'est sûr, dans une équipe qui perd, contrairement aux autres, c'est un désavantage, voilà pourquoi on aurait pu hésiter, mais je l'aurais quand même mis au tier 3. Et Rozier aurait fait partie des joueurs pour lesquels j'hésite aussi, que j'aurais pu monter, mais que finalement, je pense, c'est pas si mal au tier 4, donc ça, voilà, c'est le petit changement que j'aurais fait ici. Et le tier 5, vous avez mis Cole Anthony, vous avez mis les deux frères Jones, Trey et Tyus, et vous avez
j'avais mis Marcus Smart. Marcus Smart, encore une fois, c'était un mini désaccord, je vous avais trouvé sévère, mais encore une fois, j'avais compris que vous le mettiez au tier 5 parce qu'il avait joué que 20 matchs, mais sur les 20 matchs qu'il a joué, pour moi, il méritait au moins le tier fort. Maintenant, effectivement, on doit prendre en compte le fait qu'il est peu joué, donc on va le laisser au tier 5. Ça veut dire que, bah, voilà, vos votes ont été super cohérents, en tout cas, on est d'accord sur pas mal de choses. Encore une fois, c'était un plaisir de faire ce live tiers avec vous, et j'ai hâte d'en faire d'autres, donc merci encore pour tout, et je vous souhaite une bonne soirée à tous.